Amis des enjeux politiques, bienvenue sur Eden Télévision pour suivre l'actualité internationale, l'actualité, je dirais, sur le continent et dans le reste du monde. Mais qu'est-ce qui fera le menu de ce numéro des enjeux politiques? Le Bénin, bien évidemment. Le musée du Quai Branly a exposé depuis ce mardi 26 et jusqu'au 31 octobre les 26 œuvres de l'ancien royaume de Dahomey que la France s'apprête à restituer bien évidemment à notre pays. L'acte de transfèrement sera signé le 9 novembre prochain, ceci en présence des deux chefs d'État, bien évidemment, Emmanuel Macron et Patrice Talon. Ce ne sera pas tout. Au-delà des frontières du Bénin, nous allons nous intéresser au Mali. Le Mali peut-il y avoir transition sans les fameuses assises nationales? Goïta reste-t-il encore maître de la situation? On en parle avec Olivier Michel Descampos, qu'on ne présente plus. Il est analyste politique, et Morgan Assogba-Metonji, analyste géopolitique. Et puis, à suivre toujours dans ce numéro de votre émission Enjeux politiques, la Russie, un meilleur allié pour la paix et la sécurité au Mali et dans le Sahel? C'est une interrogation qu'ils auront à décortiquer, nos deux invités. Et pour conclure tout ceci, nous passerons par le coup de force au Soudan, sans oublier l'actualité aux États-Unis, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, je dirais, l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Quels enjeux peut-on y voir? On va devoir en parler. Voilà pour l'ossature de ce numéro des enjeux politiques. Eh oui, on avait l'habitude de s'ouvrir au-delà des frontières du Bénin, mais on démarre par le Bénin cette fois-ci. Et oui, je l'ai dit tantôt, le Bénin s'apprête à recevoir 26 œuvres de la France, enfin, que la France nous a pillées, dont la France nous a spoliées, si vous le voulez, le 17 novembre 1892. Ces 26 œuvres sont exposées depuis ce mardi et ce jusqu'au 31 octobre 2021. Et l'acte de transfèrement sera acté le 9 novembre prochain, je l'ai dit, en présence des deux chefs d'État, le chef d'État béninois Patrice Talon et celui français Emmanuel Macron. Mais quelle lecture géopolitique et diplomatique peut-on faire de la restitution de ces 26 œuvres culturelles ou touristiques béninoises? Morgane. Merci déjà, c'est un plus. Il m'a échappé de vous saluer. Je ne vous ferai pas cet affront. C'est de coutume, hein? C'est de coutume. Nous sommes très fiers d'être là et donc on est dans la maison maintenant. Alors, quelle lecture géopolitique? Nous sommes ici en plein dans ce que certains pourraient appeler une diplomatie culturelle. Il s'agit de mettre en valeur tout ce qui est identitaire par rapport à un peuple. Et comme vous l'avez si bien souligné, ces œuvres appartiennent et véhiculent l'identité du Béninois. Et donc, c'est totalement compréhensible qu'on puisse déjà les voir revenir au Bénin, mais qu'on puisse aussi en réclamer un ensemble d'atouts et de certains privilèges qui vont avec ces œuvres. Et le privilège par excellence est celui qui est en train d'être mis en valeur actuellement à l'heure où nous parlons, puisque vous l'avez souligné, ces œuvres sont en exposition en France. Et qui parle d'exposition parle d'un ensemble d'aspects pécuniers, parce qu'on ne va pas au musée. C'est l'autre détail que les médias internationaux semblent ausculter. Oui, voilà. Parce qu'ils ne voudront pas qu'on demande de calculer combien est-ce que l'exposition de ces œuvres béninoises ont apporté dans le trésor français, par exemple. Combien est-ce que cela a pu rapporter durant toutes ces années où ces œuvres ont profité. Moi, je m'étais même risqué à exprimer, pas faire le calcul, je ne m'y connais pas, mais à exprimer peut-être cette doléance, parce que c'est quand même
1892 C'est beaucoup. à C'est 2021. beaucoup. Et c'est exactement l'autre aspect de la chose qui fait que Cela même le leur aurait rapporté. énormément, Ah oui, énormément, des devises et des devises. énormément. Et vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères béninois souligner l'aspect. Et on pouvait se permettre, oser demander pourquoi cette coopération entre la France et le Bénin ne s'est pas étendue aux devises. Ça va être très difficile de demander à la France de retourner les œuvres avec les devises qu'elles ont. À défaut de retourner, ne serait-ce sera très compliqué. Ne serait-ce qu'une mince part. Enfin, et le débat n'est pas là. Peut-être Enfin, peut-être que l'accord ne serait pas un coup de signature pour le 9 novembre si on avait demandé les devises. Cela aurait traîné. Donc voilà, c'est une lecture géopolitique, une lecture qui implique l'identité culturelle, qui implique l'aspect économique de la chose et qui implique aussi ce sentiment d'indépendance, cette fierté que procure le fait de retrouver ou de renouer avec tout ce qui est dans le patrimoine d'un peuple, et ici en l'occurrence le peuple béninois. C'est très difficile certainement pour les Français qui se sont accoutumés de ces œuvres de façon à même croire, peut-être pour certains, que cela appartient désormais au patrimoine français, mais nous saluons la clairvoyance des autorités françaises qui ont compris qu'il fallait à un moment donné restituer ces œuvres qui ont été spoliées, comme vous l'avez si bien souligné. Peut-être qu'on peut nous juger de trop tôt vouloir déjà nous enorgueillir, mais il est quand même un adage dans la tradition, dans l'ère Adjatado qui dit que tout ce qui part du Bénin reviendra toujours à la source. Je ne vous apprends rien. Évidemment. Des campos Olivier. Comment appréciez-vous l'acte ou l'événement? Tout à fait. Alors, merci. La restitution. Merci, oui, merci. Déjà, moi, je voudrais commencer par saluer le courage de nos autorités, les autorités béninoises, parce qu'il aurait fallu du courage pour enclencher une telle procédure. Il faut se risquer. Il faut se risquer. Et si vous vous en souvenez très bien, au démarrage, il y avait une première tentative qui avait été faite, qui avait eu une fin de non-recevoir des autorités françaises qui avaient estimé à l'époque que les biens faisaient partie du patrimoine inaliénable de la France. Inaliénable. Donc, déjà, on était mal parti. Mais il faut saluer quand même le courage de ces autorités-là qui ont tenu bon et qui ont insisté jusqu'à ce qu'on ait gain de cause aujourd'hui. Et de l'autre côté, il faudrait également saluer le courage du président français qui, quand même, rappelons-le, a franchi une barrière, la barrière de la loi, celle justement de l'inaliénabilité et les élus français qui ont compris le bien fondé. Oui, mais n'oubliez pas quand même que la loi n'est même pas passée au Sénat français. Elle est restée juste au niveau des députés. Le Sénat s'est refusé de se prononcer sur cette loi. Ce qui veut dire que même dans le contexte politique français, c'est un courage qu'il a eu de pouvoir poser ce pas, qui pour certains analystes pourrait avoir des conséquences de jurisprudence sur d'autres présidents qui pourraient avoir des intentions similaires, mais peut-être dans un autre cadre donné. Bon, là n'est pas le débat. Mais ce qu'on pourrait déjà dire, c'est de saluer ces deux initiatives-là. Et maintenant de rappeler que nous sommes là dans ce que je qualifierais d'une dynamique assez globale qui touche pratiquement tous les pays, les anciennes colonies qui sont aujourd'hui un peu forcées de rendre ce qu'elles ont pillé lors de l'époque coloniale. Donc, il y a la Belgique, il y a plusieurs autres pays qui sont déjà inscrits dans cette dynamique-là de restitution des œuvres qui, comme l'a dit mon confrère, font partie du patrimoine culturel de ces pays-là qui ont besoin de se reconnecter à leur identité. Et vous ne pouvez pas vous approprier votre identité si vous n'avez pas les objets d'art, les représentations, tout ce qui fait votre culture à portée de main pour pouvoir aller les contempler, d'abord comprendre l'histoire de votre propre pays. Et comme le rappelait quelqu'un, lorsque ces œuvres-là sont peut-être à Paris, à 5000 km, il faut un visa pour pouvoir s'y rendre et tout, c'est compliqué. Donc, on a besoin On pourra y accéder maintenant sans visa. Maintenant, on peut, enfin, d'ici peu. D'ici peu, on pourra aller les voir à volonté chez nous. Et je pense que c'est une fierté pour non seulement le Bénin, et pour tous les autres peuples africains qui sont dans cette démarche-là de retour vers leur terre des œuvres qui ont été pillées. Loin de susciter une quelconque polémique, en quoi est-ce nécessaire ces derniers jours d'exposition?
Alors, ces derniers jours d'exposition, je pense que c'est dans le cérémonial, on va mettre ça sur le cours du cérémonial, il fallait quand même présenter, vous savez, comme l'a dit mon confrère, c'est assez difficile de se séparer de telles œuvres après pratiquement plus d'un siècle, 130 ans ou plus de possession. Donc, c'est un peu comme pour la France de montrer une dernière fois ce patrimoine-là qui partira bientôt de son territoire, mais tout en sachant très bien que des accords sont en train d'être trouvés pour créer une sorte de partenariat qui permette l'échange des œuvres, où ces œuvres-là peuvent à tout moment retourner en exposition en France à n'importe quelle, à l'occasion d'une foire ou de quelque chose dans ce sens-là. Donc, moi, je mettrais ça sur le coup du cérémonial. On a voulu présenter pour une dernière fois déjà à la presse, déjà à la communauté internationale, que effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une promesse qui avait été faite. Et là, c'est au Burkina. Donc, c'est un peu comme pour matérialiser les choses, pour dire, écoutez, on a fait la promesse et on est arrivé à l'aboutissement et on présente. Que l'on lit l'acte à la parole. Voilà, les œuvres qui seront rendues. Donc, c'est un peu ça. Morgan, mettons dit à Sogba, avant de boucler ce volet bénino-français ou franco-béninois, le ministre de la Culture, Abimbola, l'a exprimé, cela pourrait ne pas s'arrêter à ces 26 œuvres, parce que je l'ai suivi dans son intervention sur un média international. Il reste encore des objets tout aussi importants que les 26 premiers, à savoir le Dieu, Goût et bien d'autres. Vous pensez que la restitution, une deuxième vague connaîtrait le même succès que la première vague? Alors, il faut déjà dire qu'il ne s'agit pas là de penser, c'est une obligation. Et je pense que aussi bien les autorités béninoises que les autorités françaises sont conscientes du fait que nous sommes ici en train de nous inscrire dans un processus. Si nous avons un certain nombre d'œuvres qui ont été spoliées et que nous avons pu les identifier, il va de soi qu'on cherche à récupérer tout ce qui nous appartient, peu importe le temps que ça va mettre. Et donc ce premier succès peut faire, comme on l'a déjà souligné ici, jurisprudence. Et si on a pu obtenir ce premier succès et qu'on va le matérialiser, c'est tout à fait logique qu'on reste dans la même dynamique pour ramener tout ce qui peut exister comme œuvre béninois à l'extérieur, en l'occurrence en France, au Bénin. Et donc je suis persuadé que les autorités béninoises ne vont pas s'arrêter là, en si bon chemin. Ils vont persévérer, ils vont déjà prendre le temps de créer les conditions, parce qu'il faut souligner l'aspect des accords qui ont été signés et qui vont être encore signés pour qu'on puisse avoir cet aboutissement. Il y a des conditions. Et j'estime que si les autorités béninoises arrivent à cerner toutes les conditions nécessaires pour amener les autorités françaises à renvoyer les œuvres dans leur entièreté au Bénin, ils vont y aller et ils vont prendre les différents aspects nécessaires pour que cela soit effectif. Et donc je suis persuadé que ce n'est que partie remise. Le ministre a parlé d'une cinquantaine, d'une centaine d'œuvres. Je pense quand même que sous un autre angle, Morgan Metondi, Assogba, Olivier Descampos, cela ouvre une nouvelle ère pour les artistes français qui vont devoir produire davantage pour occuper les espaces qui seront laissés libres désormais dans les différents musées français et pas seulement français, belges, grecs et autres. Alors, si vous permettez une seconde pour ajouter quelque chose, je pense que ça ne sera pas aussi facile pour les autres parce que en cas de changement de pouvoir en France, on pourrait se heurter à des résistances d'un autre pouvoir qui serait moins enclin. Donc, attendons de voir ce qui se passerait dans les années futures s'il doit y avoir restitution encore. Dis donc s'il faille enclencher une deuxième vague de restitution, je pense que les autorités béninoises gagneraient à vite le faire. Rien ne dit quand même que Macron ne pourrait pas rempiler. Ce sont des éventualités, ce sont des hypothèses que nous avançons ici. Allez, on quitte le Bénin. Nous sommes désormais au Mali, où je m'étais permis de me poser la question, peut-il y avoir transition au Mali sans les fameuses assises tant prisé par le Premier ministre. Où en sommes-nous précisément? Mais avant, pensez-vous que
Goïta reste encore maître de la situation au Mali? Alors, est-ce que le président Goïta est maître de la situation? Tout compte fait, c'est lui qui a les apparences de maître de la situation. Et il faut rassurer aussi... Vous répondez déjà d'une manière insidieuse à mon interrogation. Il faut rassurer aussi que le peuple malien semble être impliqué. Vous avancez déjà le concept d'apparence, en tout cas, même si tout semble plus ou moins complexe au fil du jour, au fil des jours. Et vous voyez, le peuple malien reste aussi impliqué. Vous allez constater que même si les consultations n'ont pas forcément l'apparence d'impliquer tous les différents acteurs, on a l'impression que les consultations donnent quand même de la voix au peuple et que le peuple semble s'aligner dans la démarche qui est en train d'être prise par les autorités maliennes. Et pour revenir à votre question, cette interrogation, cette fameuse et belle interrogation, qui est de savoir est-ce qu'on pourrait avoir cette transition démocratique sans les assises nationales? La réponse à cette question dépend des autorités ou des institutions qui veulent répondre. Si vous posez la question aux Maliens et aux autorités maliennes, ils vous diront tout de suite, c'est pas possible. Ils vous diront, c'est pas possible parce que pour les autorités maliennes et pour ce qui semble paraître de la couche de la population malienne, les assises nationales sont primordiales et ne sauraient être reléguées au second plan. Avant d'évoluer dans tout ce qui serait considéré comme le processus de transition démocratique, il faut que les assises nationales aient lieu. Dans quel objectif? On nous parle d'objectifs de diagnostic approfondi de la situation dans laquelle se retrouve le Mali. On nous parle d'objectifs de rassemblement des fils et filles du Mali qui semblent être les acteurs majeurs du développement de ce pays afin que ceux-ci s'entendent, un, sur le problème qui est posé, deux, sur les différentes approches nécessaires pour qu'on puisse avoir une solution. Si vous posez la question aux institutions comme celle de la sous-région et même celle de la communauté internationale, je vais commencer par la CEDEAO qui continue d'insister, eh bien non, il faut qu'il y ait transition démocratique, il faut que les élections se tiennent à la date prévue, qu'il y ait assise nationale ou pas. Le focus de ces institutions est sur le respect du deadline prévu pour l'organisation des élections et donc pour eux, une organisation d'élections égale une transition démocratique, égale retour du pouvoir aux civils, égale solution pour la situation de crise au Mali. Permettez-moi de dire que je doute de cette formule de la communauté internationale et des institutions, puisque... Mais une vieille formule quand même. Une vieille formule, et qui revient toujours en général, mais qui commence à ne plus être aussi percutante qu'elle était avant. Avant, les institutions se pliaient simplement. Les autorités se pliaient simplement à ces instructions, à ces suggestions de la communauté internationale. Mais vous allez constater qu'aujourd'hui, les populations et les autorités des pays concernés, que nous soyons au Mali, en Guinée ou ailleurs, commencent à remettre en cause et à tenir tête aussi bien à la communauté internationale dans son ensemble qu'à ces institutions qui viennent et qui proposent des formules toutes faites. Et cela, c'est un plus pour ces États-là, dans le sens où cela va permettre à ces États de prendre le temps d'identifier la difficulté à laquelle ils font face et de trouver les solutions les plus adéquates. Et donc ici, vous avez un oui pour la communauté internationale et les institutions internationales et un non à votre question pour ce qui est du peuple malien et des autorités maliennes. Assise nationale nécessaire avant transition démocratique, mais de l'autre côté, on peut passer à la transition sans les assises nationales. Olivier Michel Descampos, est-ce que ces assises nationales peuvent participer à la légitimité de cette transition et de la mission, confiée à Goïta? Oui, vous savez, la question... Ou de la mission que Goïta s'est confiée.
Là, vous jouez sur les mots. Non, ce qu'il faudrait dire, c'est que moi, je ne voudrais pas parler de légitimité parce que jusqu'à preuve du contraire, je pense que si le peuple malien n'en voulait plus du colonel Goïta, je pense qu'il serait dans de beaux draps à ce jour, ce qui n'est pas encore le cas. Que peut le peuple face à Goïta? Que peut le peuple, que pouvait le peuple contre Ibeka et dans bien d'autres pays. Donc, je pense que jusqu'à preuve du contraire encore, il reste maître de la situation et il est en train de dérouler son agenda. Alors, ce qu'il faudrait quand même souligner, c'est que on parle d'assises nationales de transition. Alors, ce qu'il faudrait déjà se demander, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'assises nationales dans ce contexte-là? Parce que c'est important, comme l'a dit mon confrère, parce qu'il y a deux visions qui s'opposent. Celles qui veulent directement aller aux élections et celle-là qui veut d'abord passer par une assise nationale pour faire de la refondation, essayer de reposer les bases solides pour un meilleur futur pour le pays. Alors, donc, il faudrait déjà qu'on se pose la question de quel est le contenu de ces assises nationales-là. Là, c'est tout le débat, selon moi. L'enjeu majeur réside donc dans les résultats que peuvent avoir une telle initiative. Et là, je suis déjà inquiet parce que quand j'observe les réticences de certains acteurs, même politiques, de la politique malienne, qui se refusent déjà, même à l'entame, de participer à ces assises nationales. Alors, on se pose la question de savoir à quoi aboutiraient ces assises nationales-là. Alors que tout le programme de la transition semble se focaliser donc sur le succès de ces assises nationales-là, qui sont censées refonder l'État malien et empêcher qu'à l'avenir, on ne se heurte encore à des coups d'État à répétition. Parce que justement, c'est l'absence de telles initiatives par le passé, comme l'a rappelé d'ailleurs mon confrère, comme j'ai toujours dit ici, où on obligeait les États, avec des calendriers déjà préétablis depuis Paris ou depuis New York, où on obligeait les États à suivre un calendrier. Je ne parle même pas de la CEDEAO de l'Union africaine, parce que dans ces cas de figure-là, elles sont généralement les maîtres du jeu. Donc, on sort de ce cadre-là où on imposait aux États la marche à suivre et on rentre maintenant dans une sorte de prise en main par les États eux-mêmes ou par la population de leur destinée, de leur destin, pour dire voilà comment nous voulons que les choses se passent, voilà le chemin que nous avons tracé, que nous voulons suivre. Et là, vous vous rendez compte de toute la difficulté qu'il y a autour de ce genre d'initiatives. Quand elles sont prises par des États, tout de suite, vous avez vu vous voyez tout l'acharnement, si je peux m'exprimer ainsi, de la communauté internationale, toutes les pressions qui sont faites par la CEDEAO, par l'Union africaine, par l'ONU, par le Conseil de sécurité, pour que le délai soit respecté. Donc, moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on s'accentue, qu'on se focalise sur le contenu même de ces assises nationales-là, parce que de la réussite de ces assises nationales dépend tout le reste du processus de transition malienne. Parce que tout repose sur cela. Si on a fait tout cela et qu'à la fin, on n'a pas des assises nationales qui accouchent véritablement d'une nouvelle société malienne, on aura perdu du temps pour rien. On rentrera dans un autre cycle à coup sûr qui nous emmènera à la prochaine déstabilisation, instabilité politique. Et si le Mali déclinait un calendrier qui est bien suivi et que sans assises, on aboutissait à une élection convenablement, bien suivie, plus ou moins, comme on en a d'ailleurs l'habitude de le faire sur le continent, est-ce que, là encore, les assises seront-elles tout aussi nécessaires? Cette question vient remettre en cause l'utilité des assises nationales. Et nous la comprenons. Mais là, tout de suite, nous pouvons attirer votre attention sur le fait que ce que vous avez décrit est ce qui a souvent été fait. On organise des élections et on vient donc à se poser de qu'est-ce qui caractérise une élection crédible. Parce que les crises qui nous amènent à nous retrouver face à de telles situations, en général, sont des crises d'absence de crédibilité des élections et surtout de tripatouillage qui semble exclure un certain aspect ou un certain nombre des acteurs de la classe politique. Quand vous regardez pourquoi est-ce que le Mali en est là, ou pourquoi est-ce que le Mali a toujours eu besoin de l'intervention de l'armée pour remettre les pendules à zéro, c'est bel et bien à cause de ces situations. Il y a eu des élections
Et la crédibilité des élections est remise en cause dans le cas spécifique du Mali. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un État où l'effectivité gouvernementale ne couvre pas plus d'un tiers de l'État. C'est-à-dire vous aurez des élections où il y a pratiquement 2/3 de la population. Si on va essayer de rimer population avec territoire, on ne va pas tenir compte des subtilités des territoires plus peuplés que d'autres. Vous aurez des élections où l'effectivité gouvernementale pour conduire ces élections ne pourra pas s'étendre sur au moins 2/3 du territoire malien. Déjà là, tout de suite, vous avez un problème. Parce que si les populations et les acteurs, que ce soit politiques ou pas, qui existent sur ces 2 autres tiers du Mali ne sont pas impliqués dans le processus des élections et le processus démocratique, ils ont pleinement le droit et d'autres diront même le devoir de protester et donc de rester, de demeurer des épines dans le processus de développement des autorités maliennes. Et donc, penser à des élections sans des assises nationales qui devront permettre d'amener tous les acteurs, même ceux qui sont présents sur ces 2/3 du territoire malien et qui semblent être exclus, les appeler, les amener à venir à ces assises, à s'exprimer, à poser leurs préoccupations et à réfléchir avec le reste de la meilleure façon de rendre maintenant le processus démocratique effectif. Si on n'arrive pas à le faire, et je suis désolé, je pense qu'on va revivre les mêmes scénarios. Parce qu'on aura des élections qui vont être effectives sur 1/3 du territoire avec une partie de la population, excluant directement donc une autre partie de la population qui vit sur le même territoire. Et on ne pourra pas aboutir à une transition démocratique comme on le souhaite effective. On aura une transition démocratique en griffe, mais cette transition démocratique ne sera pas effective, d'où le problème qui se pose actuellement. Olivier Michel Descampos, Morgane Metondier Assogba, outre le sous-sol africain dont on n'a plus à préciser les intérêts pour les autres que je me refuse ici de préciser ou de citer, il y a aussi la terre ferme du continent qui fait désormais l'objet ou l'aide d'expression d'importants enjeux stratégiques, géostratégiques je peux dire. La présence corsée de plus en plus de certains nouveaux partenaires. Enfin, nouveaux partenaires parce que des partenaires qui, par le passé, ne s'exprimaient pas aussi vertement comme la France ou les États-Unis. Je veux parler de la Russie. La Russie qui, depuis quelque temps, agit ou officie, vous me concéderez la répétition, de manière officieuse ou officielle dans certains États. Je veux parler du Mali, la Centrafrique et peut-être d'autres nations. Alors, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui motive ou qu'est-ce qui justifie ce regain d'intérêt de la Russie sur le continent africain? Je laisse mon confrère entamer la danse. La balle est à vous. Oui, alors déjà, si vous me permettez, je vais juste dire un seul mot sur la précédente intervention de mon confrère pour juste rappeler que le colonel Goïta se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, où le Mali en lui-même se trouve à la croisée des chemins où il faut faire des choix. Il faut faire des choix assez courageux, difficiles. C'est-à-dire, on est là face à un changement systémique qu'il faut faire. Quand on parle de refondation, quand on parle d'assises, c'est pas pour s'asseoir et faire des photos de famille et dire qu'on s'est assis. Non, il faut faire un processus vraiment profond pour refonder la nation, pour reconstituer ce contrat social-là entre le peuple malien et la nation malienne. Ça, c'est très important. Pour réconcilier la nation malienne entre elles-mêmes. C'est très important et c'est pour ça que je mettais l'accent sur le contenu de la refondation des assises nationales qui pourrait être le socle d'une transition future. Alors, pour en revenir donc au regain d'intérêt de la Russie pour le continent africain. Alors, vous savez, nous sommes en relation internationale et nous sommes là dans les grands enjeux contemporains. Et il est évident que la Russie, de par sa situation géographique, de par son histoire déjà, veut et affiche de plus en plus l'ambition d'occuper le terrain politique mondial.
c'est-à-dire de s'affirmer comme un acteur politique de premier plan dans certaines zones où elle n'était pas forcément la première puissance, ou en tout cas celle qui intervenait dans ces régions-là. Et notamment aller plus maintenant dans le précaré. Vous savez, il y a toujours cette notion-là de précaré, de chasse gardée de telle ou telle puissance en se référant au passé colonial de certains États. Aujourd'hui, on commence à constater que cette grille de lecture-là semble à disparaître. Où vous voyez des acteurs comme la Chine, comme la Russie, si on ne va citer que ceux-là, la Turquie, pourquoi pas, commencent à battre en brèche donc cette lecture-là, cette grille de lecture-là, et aller au front directement dans les anciennes possessions coloniales de certains pays pour y faire des affaires, pour y faire commettre et pour même concurrencer ces pays-là sur leur propre terrain, si on peut le dire ainsi. Alors ça, c'est un tournant que nous observons quand même depuis un certain temps avec la Chine par exemple, et qui s'affirme de plus en plus aujourd'hui avec la Russie. Et son regain d'intérêt pour, vous avez très subtilement voulu le présenter, son regain d'intérêt non seulement pour le sol, mais également pour le sous-sol du continent africain. C'est tout à fait normal, puisqu'il y a des opportunités à saisir, et on se rend compte que tout le monde sait aujourd'hui que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Et que pour pouvoir peser sur le futur, il faut pouvoir compter avec les peuples africains. Donc tout le monde se dit, il faut y trouver sa place le plus rapidement possible. Et tous les experts géostratégiques sont focalisés là-dessus et se disent, il faut pouvoir garantir une sorte de présence sur le terrain à travers des intérêts que nous allons pouvoir négocier, obtenir, quitte à peut-être chasser les anciens maîtres des lieux et à se positionner comme les nouveaux interlocuteurs de ces États-là pour pouvoir être en première ligne, de bénéficier d'un certain nombre de contrats juteux, d'avantages qui servent bien évidemment les intérêts de ces propres États-là, la Russie ou la Chine ou la Turquie ou d'autres États dans cette dynamique-là. Donc c'est vraiment un enjeu de positionnement que ces pays-là sont en train de faire, et également pour un peu résoudre les problèmes internes, parce que ces pays-là, n'oublions pas quand même, vous savez, quand ça va mal à l'intérieur, on essaie de trouver des débouchés, on essaie de renforcer sa politique internationale, extérieure, pour essayer d'équilibrer un peu et ramener une sorte de prestige, une sorte de se dire, ok, vous voyez, nous sommes quand même un État qui compte sur la scène internationale, nous avons du poids, nous avons quand même une sorte de prestance, et tout cela s'équilibre et permet donc de mettre en jeu la diplomatie internationale des États. C'est vrai que cette diplomatie internationale de la Russie sur le continent africain s'exprime de moins en moins sur le plan politique, beaucoup plus sur le plan économique et militaire. Mais pourquoi cette capacité ou cette expression insidieuse sous le couvert de la société militaire privée Wagner? Pourquoi pas la Grande Russie? Pourquoi se réserve-t-elle de s'exprimer directement? Alors, vous devez déjà comprendre que la Russie fait partie des pays les plus fins stratèges du monde. Et quand vous allez sur un marché, vous vendez ce que vous avez de plus intéressant. La Russie est de plus en plus présente en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a un marché pour la Russie. Aujourd'hui, l'Afrique a plus besoin, entre griffes, des compétences de la Russie que des compétences des autres acteurs majeurs de la scène internationale. Et je m'explique. Il faut déjà dire que la Russie avait annoncé dès son sommet Russie-Afrique ses intentions. Nous venons en Afrique pour la sécurité. Nous venons en Afrique pour aider les Africains à retrouver une certaine paix dans l'espace menacé par les crises, troublé par les djihadistes, les groupes terroristes, ainsi de suite. Nous venons intervenir dans un domaine propre à l'armement et aux stratégies de défense. Et tout de suite après cela, vous allez constater que la plupart des zones où la Russie intervient en Afrique sont des zones qui sont secouées sur le plan de la sécurité. Vous avez cité. Et maintenant, essayons de comprendre pourquoi est-ce que la Russie n'envoie pas l'armée russe, mais envoie plutôt un contractant privé, entre griffes,
on va dire privé en griffe, parce que qu'on le veuille ou non, c'est la Russie qui gère. C'est vrai. Pour faire le travail. Mais il y a une forme, il y a comme une intention de se désengager. Non, c'est pas de se désengager, je vais vous dire. C'est simplement parce que ce que peut faire une force armée régulière, une force privée peut faire mieux et plus. Dans quel sens? Une force privée peut se permettre de commettre un certain nombre d'actions dans une certaine mesure, d'utiliser un certain nombre d'outils sans pour autant avoir besoin de s'expliquer face non seulement à la communauté internationale, mais face sans pour autant avoir des comptes à rendre. De subir aussi des cadres, d'avoir exactement à s'expliquer face aux cadres juridiques, étatiques. Vous êtes en train de tout comprendre. Et la Russie a besoin, c'est ce dont la Russie estime que l'Afrique a besoin. La Russie estime que l'Afrique n'a pas besoin de forces armées régulières pour gérer un conflit ou du moins des crises avec des forces armées qui ne sont pas régulières. Est-ce que vous êtes en train de voir la stratégie de la Russie? C'est problématique, mais c'est tout de même bien pensé. C'est assez compréhensible. La Russie s'aligne dans quelle dynamique? La dynamique de la Russie, il ne s'agit pas d'envoyer des troupes russes. L'envoi des troupes russes sur le territoire d'un État est déjà très douteux. C'est une sorte de difficulté en matière de souveraineté de l'État. Ah oui. Et cela mérite réflexion lorsque vous avez des forces représentant un autre État sur votre territoire. En l'occurrence, la France. Qui pourrait susciter le regard des autres aussi. Exactement. Mais ici, vous avez une force privée qu'on lit facilement lorsqu'on fait qu'un certain nombre de recherches à la Russie, mais la Russie dit qu'elle ne veut pas dire que les Russes sont dans ces pays-là, même s'il s'agit d'un privé qui est dans ce pays. Mais c'est une force qui fait un travail remarquable d'après les résultats sur le terrain. On l'a dit en Centrafrique. On en a eu il y a 2 semaines. Hein. Exactement. Et donc, la Russie est dans cette dynamique et fait un travail plus ou moins qui semble avantager les pays qui sont dans de telles collaborations avec la Russie. Le président Touadéra il a dit devant les médias qu'il est allé voir, il a parlé au ministère des Affaires russe, qui n'a pas parlé à une force privée. Mais c'est bel et bien une force privée qui se retrouve sur le territoire qu'on lui a envoyé. Et donc, vous voyez, c'est une stratégie assez mature en matière de relations internationales pour éviter un certain nombre... Pas que mature, mais bien maligne. Pour éviter un certain nombre de conséquences et de choses. Parce que tout de suite, si les forces Wagner sont inculpées d'une quelconque exaction sur le territoire, personne ne peut dire que c'est la Russie qui est responsable. C'est ce qui me faisait parler tout à l'heure d'un désengagement indirect ou dissimulé. Vous voyez. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut expliquer cette stratégie de la Russie qui vise à utiliser une force comme Wagner pour résoudre les problèmes d'une certaine nature qui, du moins, malmène la sécurité dans ces pays africains. Un partenariat ou une collaboration des campos qui suscite polémiques, inquiétudes, craintes, interrogations sur le continent, comme on en décortique déjà d'ailleurs. Mais de 2 mots, le moindre dit-on, n'est-ce pas? La Russie est-elle meilleure alliée que ses voisins occidentaux? Avant de répondre à cette question-là, je voudrais, si vous permettez, toujours dire un mot, parce que il y a quand même des choses intéressantes qui sont dites. Alors, non, moi je pense qu'en plus de ce que mon confrère a déjà dit, il y a l'argument économique. La Russie ne peut pas se permettre. Vous savez, la Russie, c'est une puissance militaire, et pas une puissance économique. Ça, c'est beaucoup de gens ont tendance à l'oublier parfois. Elle n'a pas les moyens de pouvoir envoyer des troupes directement en Afrique ou sur les terrains où opère Wagner par exemple. Elle n'en a pas les moyens et ce serait économiquement suicidaire pour elle-même. Donc elle fait la stratégie, elle fait l'option donc d'utiliser des sociétés militaires privées, de la sous-traitance sécuritaire pour pouvoir avoir la possibilité de se désengager à tout moment et toujours parce que ça lui offre une certaine marge de manœuvre qu'elle n'aurait pas si elle était engagée militairement de part donc l'armée russe. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation, alors du moindre mal, faudrait-il choisir les 2 mots, faudrait-il choisir le moindre. Vous savez, que ce soit la Russie, que ce soit la France, que ce soit la
Chine ou tout un autre pays. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on sache raison garder. Mhm. Je suis souvent, c'est-à-dire, je ne sais même pas quelle expression utiliser, parce que ça, je tombe des nues lorsque je vois des gens crier au sauveur, crier à la Russie comme sauveur. La Russie n'est pas un sauveur de l'Afrique. Ah oui? La Russie ne peut pas être le sauveur de l'Afrique. Si on s'engage dans cette grille de lecture, dans cette logique-là, on risque de se retrouver dans quelques années, dans quelques temps, très très déçus. La Russie, elle est en Afrique, si elle est en Afrique, pour les intérêts russes. D'abord. Mais la Russie nous aiderait à mieux contenir les affres terroristes dans le Sahel. La Russie fera ce qu'elle a à faire pour que ses intérêts soient protégés. La Russie ne viendra pas en Afrique pour aider les Africains. Moi, pour ma part, je voudrais que cette lecture-là, moi, je ne la fais pas. Parce que moi, je sais quand même que les États, ils ont leurs intérêts et ils sont motivés par leurs intérêts. Ça, c'est connu, c'est clair. Et non des amitiés. Et non des amitiés, et non même des missions de sauvetage. Et donc, vous voyez où se situe la Russie par rapport au Mali. Qu'est-ce qui pousserait la Russie à vouloir aider que le Mali aille bien? J'en doute, moi, franchement. Et quand vous voyez même les contrats supposés avec Wagner qui seraient payés sur la base des ressources minières déjà en Centrafrique et au Mali, moi, c'est quelque chose qui me choque assez parce que je me dis, mais ces gens-là sont censés venir aider les pays africains ou le Mali, mais qui vont se payer grassement sur des ressources minières, sur des années, sur des exploitations, sur des contrats. Alors, donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Je ne dis pas qu'il ne faille pas diversifier les partenariats, s'ouvrir à d'autres opportunités pour voir un peu ce que ça peut apporter de bien pour l'Afrique. Quoi qu'il en soit, il y a des choses positives qu'on peut en tirer. Mais je ne voudrais pas qu'on verse dans l'illusion de penser qu'on a affaire à un sauveur qui viendrait avec son étoile pour faire disparaître tous les maux et nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je pense que les Africains restent et demeurent la clé de leur sortie véritable de la situation sécuritaire, de toute autre situation dans laquelle ils se trouvent actuellement. Et il faudrait vraiment que nous soyons conscients de cela et éviter de donner toute carte blanche à tel ou tel pays, comme quoi... Parce que moi, je prends que l'exemple de la Chine. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec la Chine. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que la Chine vient pour... oui, à une époque donnée, on avait tenu ce discours-là par rapport à la Chine qui venait faire des dons, qui venait construire des routes, des bâtiments et tout, pratiquement à 0 francs. Mais aujourd'hui, vous voyez les conséquences dans certains pays de cette implication, de cette quasi-mainmise de la Chine sur les ressources, même au détriment des nationaux parfois dans certains pays. Et vous voyez cette offensive chinoise-là qui est décriée de plus en plus dans de nombreux pays et qui vous montre un peu le vrai visage de ces pseudo. Certes, ce n'est pas des anciennes colonies, elles ont l'avantage de ne pas avoir ce passé, ce bagage colonial là derrière, donc elles se présentent beaucoup plus facilement comme elles le font, mais c'est un piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, de penser qu'elles viennent pour nous sauver. Mais alors, sous quel concept ou appellation à quel qualificatif attribuer à la Russie alors si elle n'est pas un sauveur, trouble-fête, partenaire non, c'est trouble-fête, oui, trouble-fête dans le sens que bien que sa présence forcément emmerde les intérêts français et autres, ça c'est clair. Donc dans ce point de vue-là, elle peut être considérée par les uns comme un trouble-fête ou par les autres comme un sauveur ou comme un partenaire. Mais ce qui est important que je voudrais soulever avant de finir, c'est que cela amène les États africains à justement redéfinir les bases de coopération, c'est-à-dire les partenariats qu'ils peuvent avoir avec ces États-là pour que véritablement on soit sur des partenariats gagnant-gagnant où il n'y ait pas de perdants ou en tout cas il n'y ait pas une sorte de prise comment dirais où l'un prend l'ascendant, une relation de supériorité ou de subordination, l'un prend l'ascendant sur l'autre et une sorte de déséquilibre qu'on puisse vraiment. L'avantage là, c'est que les États ont la possibilité de vraiment négocier ces accords-là et d'en tirer le meilleur parti. On va quitter ce chapitre aussi. Cette fois-ci, nous allons aborder la santé, je veux dire, la santé démocratique sur le continent africain. Mais avant, on fera un état des lieux ou peut-être l'histoire des coups d'État ces 10 dernières années. Juste.
à travers cet élément proposé par nos confrères de RT France. L'Afrique, un continent de 54 États sur lequel on ne compte plus les coups d'État. Lors de la dernière décennie, 9 pays africains ont connu des renversements de gouvernement par les armes. Un chiffre édifiant qui s'illustre particulièrement au Mali, un pays qui a été le théâtre de 3 coups d'État en moins de 10 ans. Le premier intervient en mars 2012. Le président Amadou Toumani Touré est renversé après une décennie au pouvoir. Après une période de transition, c'est Ibrahim Boubacar Keïta qui lui succède grâce à son succès à l'élection présidentielle de 2013. Réélu en 2018, son mandat prend fin le 18 août 2020 de façon assez similaire à celle de son prédécesseur. Vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Un coup d'État qui en sera suivi d'un autre 9 mois plus tard. Personnage central de ces 2 derniers putschs, le colonel Assimi Goïta, nouveau président de transition et véritable homme fort du pays. Autre coup marquant, celui mené par l'armée égyptienne en 2013 contre le tout nouveau président Mohamed Morsi. Élu démocratiquement après la chute d'Hosni Moubarak, renversé par les contestations liées au printemps arabe, le président islamiste ne reste qu'un an au pouvoir. C'est un autre vaste mouvement populaire qui conduira l'armée à destituer Mohamed Morsi. En 2014, après une courte transition, Abdel Fattah al-Sisi, un militaire de carrière, est élu avec 96,1% des voix et est depuis resté à la tête du pays. Autre exemple, celui de la chute d'Alpha Condé en Guinée, après avoir été réélu en octobre 2020 pour un 3e mandat malgré de forts soupçons de fraude. Le président de la Guinée est finalement renversé moins d'1 an plus tard. Pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre, nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Si l'armée a promis une concertation nationale afin de transmettre le pouvoir aux civils, la constitution d'un gouvernement démocratique semble être un lointain mirage. Une situation que ne connaît que trop bien le Tchad, pays qui a récemment vécu des événements similaires. Une véritable faillite de la démocratie en Afrique qui fragilise la stabilité du continent africain. Première victime de cette frénésie de coups d'État, les habitants des pays concernés. 21% de la population africaine est considérée comme sous-alimentée, ce qui représente plus du double que n'importe quelle autre région du monde. Et des coups d'État, on en parle encore puisque nous en avons. Nous sommes réveillés dans cette semaine avec le coup de force au Soudan. Une avancée ou un recul pour le processus démocratique. Je voudrais me permettre déjà de croire que la réponse est déjà contenue dans cette interrogation. Les institutions sous-régionales et internationales ont condamné la prise de pouvoir par les militaires au Soudan, pour ne pas citer l'Union africaine, l'Union européenne et le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres aussi. Alors, mais face à cette indignation des instances de l'instance sous-régionale et des instances internationales, il n'y a que le Conseil de sécurité de l'ONU tarde jusque-là à se prononcer sur, en griffe, ce qu'on peut appeler cette bévue qui prévaut sur le continent africain, plus précisément au Soudan. Pourquoi? Qu'est-ce qui les divise? Et à quoi joue la Russie? La Russie fait ce qu'elle doit faire pour ses intérêts. Il faut comprendre que les États, surtout pour ce qui est du Conseil de sécurité, ce n'est pas un milieu où le droit international domine. Il existe,
au Conseil de sécurité, mais ce qui domine au Conseil de sécurité, c'est bel et bien les relations internationales, les rapports de force, les intérêts entre les États. Et ceux qui tiennent les résolutions et les déclarations à ce Conseil de sécurité sont bel et bien les membres permanents du Conseil de sécurité. Il suffit qu'un membre permanent, comme la Russie, ne soit pas dans la dynamique de condamnation de ce qui se passe au Soudan pour que la condamnation tarde à prendre corps, puisqu'elle peut opposer son veto. Et pour revenir... Ce qu'elle a souvent fait, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs. Et pour revenir à la question qu'on se pose, de savoir si c'est un recul ou voilà, pour le processus démocratique, il faut dire qu'il y a plusieurs façons de voir la chose. Il y a la façon de voir commune qui est faite par les institutions internationales, tout le monde condamne, mais il y a aussi l'aspect de progrès et de maturité de tout un peuple et de toute une société. Lorsque vous prenez l'histoire de ces sociétés aujourd'hui qui peuvent s'ériger en sociétés démocratiques, il n'y a aucune d'entre elles qui n'ait connu à des moments donnés des renversements de la même nature, que ce soit à l'époque qui précède l'époque des États ou même à l'époque étatique que nous traversons actuellement. Et donc, il faut voir les coups d'État en Afrique comme faisant partie du processus de déconstruction pour construction. Il est normal qu'il y ait un moyen d'expression du malaise social que traversent ces États et même peut-être d'identification du meilleur processus de fonctionnement de ces États. La démocratie telle que focalisée par les institutions internationales semble se limiter à 2 choses ou 3 choses particulièrement. L'organisation des élections, pour la plupart on dit toujours qu'elles sont crédibles, même quand on envoie des observateurs. Il y a le fait qu'on puisse parler de respect des droits de l'homme, et dans respect des droits de l'homme, on y met un certain nombre de droits, sans forcément tenir compte de l'aspect culturel et contextuel de certains États. Et vous avez aussi l'aspect reconnaissance. Reconnaissance dans quel sens? Dans le sens des institutions qui sont prêtes à échanger et à entrer en coopération avec vous. Et dans ce cas spécifique, on peut se permettre de dire que ce coup d'État n'est pas forcément le signe d'un recul de la démocratie, mais peut être aussi considéré comme un pas vers un processus démocratique plus durable. Et je pourrais m'expliquer plus tard. Vous êtes pro-russe dans votre lecture. Olivier Michel Descampos, le général Abdel Fattah al-Burhan, vous a-t-il convaincu au lendemain de son coup de force? Vous vous rappelez, le 26, il a donné une conférence de presse où il mettait tout sous le coup. Des civils qui peut-être étaient, je dirais, à la porte d'une guerre civile, pour d'embraser le pays, et il a ainsi pris sur lui le soin de sauver la nation. Oui, vous savez ce qui se passe là, au Soudan. Oui, au Soudan, fait beaucoup penser à ce qui s'est passé dans l'élément qu'on a vu tout à l'heure en Égypte avec Morsi et Al-Sisi qui est venu juste après, pour dire que, écoutez, vous savez, le système Béchir, le système militaire, je veux dire, est bien en place pour moi. Je pense que ce qui s'est passé là avec les militaires nous prouve que le système en place, le système militaire est toujours ancré au Soudan. Et justement, la manière dont les choses se sont déroulées nous prouve à suffisance qu'on a juste en 2019 éjecté un élément gênant qui est Béchir, Béchir donc, du système pour pouvoir perpétuer donc, le système, pour permettre au système de survivre et de continuer de fonctionner. Et aujourd'hui, nous constatons également cet élément-là. Et quand vous suivez un peu le déroulement des faits, vous savez, selon l'accord de transition qui a été trouvé avec la partie civile, il s'agissait d'un partage de pouvoir. Donc les militaires à la tête de la transition donc de 2019 à novembre 2021 et à partir du 17 novembre 2021 jusqu'en 2023, les civils étaient censés reprendre la tête de la transition pour la conduire donc aux élections. Et vous voyez le timing, le calendrier avec lequel, à la veille donc de cette reprise en main par les civils. Pour conclure, quittons le continent, Olivier Michel Descampos. Merci.
Extradition de Julian Assange vers les États-Unis, quels enjeux? En 30 secondes. Enjeu, c'est capital parce que Julian Assange a fait ressortir des informations qui ont dû changer tout un ensemble de dispositions stratégiques que prenaient les États-Unis vis-à-vis d'un certain nombre de pays et qui ont entraîné un certain nombre d'acteurs aux États-Unis à se retrouver devant les juridictions pour répondre d'un certain nombre de choses. Et ce qui joue plus contre lui, il semble qu'il serait au service du camp d'en face, des Russes. Oui, forcément, on dira cela, parce que vous savez, c'est toujours bien de taper quand on peut sur le camp d'en face pour justifier tel ou tel élément. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui, qu'il faudrait quand même garder à l'esprit, c'est la liberté de presse. Parce que moi, je continue de penser que cette démarche-là qu'on est en train de faire pourrait créer jurisprudence. Et les États-Unis, déjà, dans le premier amendement de la Constitution, offre donc la liberté d'expression et sont en train, par cet acte-là, de vraiment porter un coup dur à cette liberté d'expression. Parce qu'il faudrait le rappeler encore, les documents qui ont fuité, qui ont été publiés par Wikileaks à l'époque, ont été repris par de nombreux médias allemands, français et de nombreux, et même espagnols, donc El País et consorts. Donc pourquoi est-ce que c'est uniquement Assange qui est devant face à la justice pour répondre de ces fuites-là, alors que tous les médias et l'authenticité de ces de documents ne pose pas problème. Et justement, c'est des documents vrais qui ont été publiés. Justement. Il y a un problème, le problème de la sécurité nationale. Il y a des documents qui ne devraient pas être, justement se retrouver. Exactement. Ils n'ont pas pu prouver que ça a causé le tort à la sécurité nationale, de faux documents. Donc, merci. Il faille encore que la Grande-Bretagne, je veux dire Londres, accède à cette requête d'extradition. On attend, on suit tout ceci encore quelques jours. Ça manifeste sérieusement des deux côtés, du côté des États-Unis comme à Londres aussi, pour et contre l'extradition de Julian Assange. On y reviendra, rassurez-vous. Merci Olivier Michel Descampos pour votre disponibilité. Merci pour nous avoir permis de mieux appréhender quelques angles de l'actualité sociopolitique au-delà des frontières du Bénin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a démarré par le Bénin. Une fois n'est pas coutume. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Morgan Metonji Assogba, analyste géopolitique, traducteur, interprète, un formateur en langue de Tiespi. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour la disponibilité. Merci de nous aider à mieux comprendre ce qui se passe hors du Bénin. À très bientôt.